Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour assister à la Malte Academy avec Renaud sur la sécurité des messageries instantanées. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez juste me faire un petit check dans le chat si on m'entend bien, on me voit bien et si c'est la même pour Renaud également? Ah, Moi, je vous entends très bien, Chloé. alors je vois qu'on est en train de taper. Parfait. Est-ce que vous voyez bien aussi mon écran? Parfait. Bon, ben, on est top. On peut commencer. Du coup, de nouveau, enchantée à toutes et à tous. Je suis Chloé, je travaille dans l'équipe community chez Malte, qui est en charge de l'accompagnement et de l'animation freelance. Et j'aide aujourd'hui à la coordination des Malte Academies. Et aujourd'hui, ce sera donc Renaud, qui est directeur scientifique chez Oliseum, qui nous fait l'honneur d'animer cette Malte Academy aujourd'hui sur la sécurité des messageries instantanées, qui est un sujet quand même beaucoup d'actualité, donc très intéressant. Et en attendant que tout le monde se connecte, du coup, ce que je vous propose, c'est de vous faire une rapide introduction de Malte pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas, et aussi des Malte Academies. Donc les Malte Academies, c'est proposé par Malte pour permettre à la communauté d'avoir accès à des formations, à des talks rapides pour pouvoir se former sur divers sujets, soit par des freelances, soit par des intervenants extérieurs. Et pour ceux qui ne connaîtraient donc du coup pas Malte, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et entreprise. On a aujourd'hui la chance de collaborer avec la plus grande communauté de freelance en Europe. On est à plus de 320 000 maintenant, ça grandit très vite. On est en France, en Espagne, en Allemagne, mais maintenant aussi en Belgique et aux Pays-Bas. Et on travaille aussi avec plus de 90 000 clients, dont 80% du CAC 40, mais aussi avec des milliers de PME, des TPE, des startups, des organismes publics, etc. Donc voilà, si vous êtes freelance et que vous cherchez de nouvelles opportunités, et notamment si vous y connaissez aussi pas mal dans la cybersécurité, c'est des opportunités qu'on a pas mal sur Malte. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis maintenant, je vais pouvoir laisser la parole à Renaud pour ce talk. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions qui est en bas à droite, juste à côté du chat, si vous en avez. Renaud fera un temps questions-réponses à la fin de la séance. Et puis, si vous voulez interagir pendant la session, surtout n'hésitez pas à le faire dans l'onglet chat. Et voilà, bonne Malte Académie à tous et à toutes. Et puis Renaud, je vous laisse le micro. Bonjour à tous, merci Chloé pour l'introduction. Euh, voilà, j'espère que vous voyez bien les slides. Alors, je suis Renaud Lefchic, donc directeur scientifique d'Oliseum. Je suis expert en sécurité informatique. Mes principales activités sont le test d'intrusion, l'audit de sécurité. Je fais pas mal de recherche et développement et j'anime beaucoup de formation et sensibilisation à la cybersécurité. Mes centres d'intérêt sont la sécurité des protocoles et la théorie des nombres, donc tout ce qui est lié à la cryptographie. Alors rassurez-vous, on restera sur des choses très simples aujourd'hui. N'hésitez pas donc à poser vos questions dans l'onglet questions. J'y répondrai principalement à la fin, sauf si je vois qu'il y a des questions vraiment sur le sens de ce que je dis euh, qui apparaissent. Mais sinon, on se prévoit 5-10 minutes à la fin pour un échange libre sur le sujet. Voilà. Alors, Oliseum, c'est une société qui a presque 4 ans maintenant, spécialisée dans la cybersécurité et notamment dans les systèmes critiques, les systèmes industriels. On a différentes activités, activités d'audit, activités d'opération, de gouvernance, de remédiation. On propose des solutions et on a un pôle innovation très important dans lequel j'évolue à l'heure actuelle en tant que directeur scientifique. Alors, le pourquoi du sujet d'aujourd'hui, on a pas mal de messageries instantanées. Je suppose que vous en avez plusieurs sur votre smartphone, peut-être plusieurs aussi sur votre ordinateur portable. Et la question, c'est un petit peu de savoir les comparer en termes de sécurité et vous aider à choisir votre euh, solution de messagerie instantanée, celle avec laquelle ben, vous avez, on va dire, le plus
confidentialité ou le plus de cybersécurité de manière générale. Alors, pour l'introduction, donc l'essentiel des protocoles de messagerie sécurisés sont en pratique cryptographiquement inviolables, c'est-à-dire que les protocoles sous-jacents vraiment sont très solides. Mais malgré ça, malgré le fait que les protocoles qu'utilisent ces logiciels de messagerie instantanée soient très solides, il y a plusieurs voies royales pour compromettre toute la sécurité d'un échange sécurisé. Donc, l'idée, c'est de faire un petit état de l'art le plus complet possible à travers des éclairages théoriques, des anecdotes, des exemples et des éléments d'actualité sur ce qui caractérise aujourd'hui les principaux risques liés aux vulnérabilités des messageries instantanées et les différentes problématiques, tout en distillant des recommandations tout au long de l'exposé. Alors, dans un premier temps, on va parler des différents modèles de sécurité de ces messageries instantanées. En fait, c'est relativement simple, puisqu'il n'y en a que deux, essentiellement. Vous avez deux modèles de sécurité bien distincts sur ces messageries instantanées. Le modèle le plus courant, tout du moins historiquement parlant, c'est un modèle où les messages sont chiffrés et déchiffrés directement dans le cloud. C'est-à-dire que vous avez une connexion sécurisée entre votre périphérique et un serveur sur Internet, et votre destinataire a lui aussi une connexion sécurisée vers ce même serveur. Donc les messages sont sécurisés entre vous et le serveur de messagerie, et ensuite entre le serveur de messagerie et votre correspondant. Mais par contre, le prestataire de messagerie, comme il est propriétaire du serveur, il a accès à tous les échanges, puisqu'en fait, ils sont chiffrés entre vous et le serveur, ils sont déchiffrés par le serveur pour être rechiffrés avec la clé de votre destinataire. Donc, ce qui fait que l'intermédiaire de messagerie, lui, a accès à tout le contenu de vos messages, ainsi que généralement tous vos contacts, votre carnet d'adresses. Et donc, en termes de confidentialité, vous avez quelque chose qui est pas formidable. Alors, quelques exemples de messagerie qui fonctionnent sur ce modèle. Vous avez Google Hangout. Alors, Google a pas mal changé son nom de messagerie à plusieurs reprises. Ça s'appelait Google Talk avant. Maintenant, il y a Google Hangout. Vous avez Facebook Messenger, bien évidemment, qui va fonctionner sur ce modèle-là. Skype, Microsoft Teams, si vous avez l'habitude d'utiliser Teams. Alors, ils sont en train d'évoluer, mais pour l'instant, le modèle de sécurité, c'est celui-là. Et puis, pour ceux qui sont les plus aguerris, peut-être plus anciens parmi nous, IRC fonctionne aussi sur ce modèle-là. À savoir que donc, en termes de confidentialité, le prestataire de messagerie aura accès à vos messages, et s'il y a une faille de sécurité sur le serveur de messagerie, là encore, n'importe qui exploiterait cette faille de sécurité pourrait prendre connaissance des messages. Donc, il n'y a pas uniquement que l'intermédiaire de messagerie, mais potentiellement aussi un attaquant qui arriverait à attaquer le serveur de messagerie. Donc ça, c'est un petit peu le modèle historique qui a existé et qui a été dominant pendant de très nombreuses années. Aujourd'hui, on a un nouveau modèle qui émerge avec justement des préoccupations liées aux données à caractère personnel, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Avec notamment aussi un protocole open source qui s'appelle Open Whisper System, qu'on désignera par OWS par la suite, qui est utilisé par WhatsApp, que vous connaissez bien, je pense, par Signal. Donc les deux utilisent le même protocole derrière, ce qui est intéressant à savoir. Sauf que WhatsApp est un logiciel propriétaire, qui est la propriété de Facebook Meta, là où Signal est un logiciel open source, donc n'importe qui peut aller regarder comment le logiciel est fait et vérifier qu'il n'y ait pas de porte dérobée dans le logiciel. Et ce protocole OWS est quand même très sécurisé. C'est pour ça que même Edward Snowden donc recommande d'utiliser Signal, donc OWS, le protocole OWS, mais à travers l'application Signal.
qui existe donc pour smartphone et pour ordinateur bureautique, laptop ou desktop. Vous avez Google Duo, qui est beaucoup plus récent, hein, donc qui est une émanation de Google Hangout, mais pour répondre un peu à FaceTime, hein. Google Duo fait aussi du chiffrement de bout en bout. Donc, dans un chiffrement de bout en bout, qu'est-ce qui est différent? Ben, en fait, vous discutez directement avec votre correspondant, c'est-à-dire que même si vous passez par des serveurs, en fait, votre conversation et le contenu de vos conversations, et même parfois de vos contacts, n'est jamais transmis au serveur de messagerie. Et donc, même si le serveur de messagerie souhaitait vous espionner, en fait, il ne pourrait pas espionner le contenu de votre conversation, puisque le chiffrement se fait directement entre les deux interlocuteurs. Donc, même si on passe par des intermédiaires, ces intermédiaires voient du trafic chiffré et donc n'ont pas accès au contenu des conversations, ce qui assure un bon niveau de sécurité et de confidentialité. Telegram va fonctionner aussi sur ce mode-là, sauf que Telegram aussi est une application commerciale et propriétaire, hein. Le code de Telegram est fermé, donc on ne peut pas exactement savoir ce qui est fait dans Telegram. Et Telegram, par ailleurs, est d'origine russe, hein, donc bon, il y a eu des suspicions de portes dérobées et d'espionnage par les services de renseignement russes. Donc toutes ces messageries, ainsi que Keybase, qui est un petit peu moins connu, fonctionnent en chiffrement de bout en bout, donc avec un très bon niveau de sécurité. Mais il faut distinguer ce qui est conversation en one-to-one, hein, conversation privée avec votre interlocuteur, ou conversation en message de groupe. Parce que bien souvent, pour des raisons d'optimisation, ou pour des raisons, on va dire, de lutte contre certains types de propagande, en fait, les messages de groupe ont un niveau de sécurité qui est inférieur à un message en one-to-one, donc avec votre correspondant. Typiquement, sur Telegram, les messages de groupe, par exemple, ne sont pas chiffrés. Donc, il faut savoir que quand vous créez un salon, ce salon ne va pas être chiffré. Et donc, Telegram a la possibilité de modérer le salon s'il y a des propos qui lui sont rapportés ou s'il il détecte des mots-clés qui peuvent être douteux dans les échanges dans le salon. Donc, bien distinguer la différence qu'il peut y avoir effectivement entre une conversation complètement privée et une conversation de salon dans laquelle, en général, la sécurité est dégradée. Ce qu'on constate à travers ces deux modèles de sécurité bien distincts, en fait, c'est que le premier modèle, qu'on appelle le modèle cloud, hein, dans lequel on passe par un intermédiaire sur le cloud, ça va donner aux éditeurs ou aux États auxquels appartiennent ces éditeurs ou dans lesquels ces éditeurs sont domiciliés, une grande facilité d'interception des messages. Alors je donne un exemple. Si vous prenez une solution de messagerie instantanée qui est une société américaine, même si votre échange a lieu entre deux personnes qui sont en France, et même si l'échange transite uniquement par des serveurs qui sont français, en fait, il existe des lois extraterritoriales aux États-Unis, notamment le Cloud Act, qui autorise les États-Unis, sans vous prévenir, à faire une interception légale à partir du moment donc, où c'est une société américaine qui opère à l'étranger. Et donc, vous n'aurez pas de notification qu'il y a eu une interception légale, mais les États-Unis s'octroient le droit donc de faire cette interception légale à partir du moment où il s'agit d'une société américaine, peu importe où elle opère et peu importe où les utilisateurs sont situés. Donc là, il s'agissait de vous expliquer les deux principaux modèles de messagerie instantanée. Vous montrer que le second modèle est le modèle le plus sécurisé, puisque même le prestataire de messagerie instantanée ne peut pas connaître le contenu des messages. Cependant, il y a quand même pas mal d'attaques, hein, bien qu'on puisse a priori exclure le fait que le prestataire de messagerie instantanée puisse nous écouter. Il y a quand même malgré tout pas mal de vulnérabilités dans ces modèles de messagerie.
Alors déjà, première vulnérabilité, c'est l'utilisateur lui-même. Il faut savoir que très régulièrement, on a sur les stores d'applications, aussi bien sur Android que sur iPhone, de fausses applications de messagerie instantanée, en fait des clones, des messageries officielles, qui incitent les utilisateurs à installer ces fausses applications sous prétexte d'une mise à jour ou d'une version spéciale ou gratuite ou qui apporte des add-ons supplémentaires sur l'application. Ben, c'est ainsi qu'en novembre 2017, par exemple, on a eu une fausse application WhatsApp sur le store Android qui s'appelait Update WhatsApp Messenger et qui reprenait exactement les icônes et la charte graphique de WhatsApp. Euh, donc c'était extrêmement difficile de distinguer qu'il s'agissait d'une fausse application. Hein. On avait l'usurpation de la couleur, du logo, du nom et même de l'éditeur euh, WhatsApp Inc. Ils avaient juste mis, pour la petite anecdote, un espace invisible après le nom de l'éditeur, pour pas que ce soit exactement un doublon sur le nom de l'éditeur. Donc c'est pour vous dire que c'était indistinguable à l'œil nu. Bien évidemment, c'est relativement louche hein, quand on vous demande d'installer une mise à jour et que cette mise à jour nécessite l'application d'une nouvelle installation. Donc là, vous pouvez comme ça déceler quand même des choses un peu curieuses. Hein. Voilà. Et cette fausse application a quand même été téléchargée par 1 million de personnes, hein, donc c'est pas du tout mineur. Elle a berné beaucoup de monde. Et c'était un malware, un logiciel malveillant qui diffusait des publicités et qui téléchargeait des applications indésirables et qui se dissimulait ensuite dans le lanceur d'applications en rendant ces applications invisibles, hein, donc de manière à persister sur votre téléphone et d'avoir des logiciels malveillants sur votre téléphone que vous ne puissiez pas facilement désinstaller. C'est pas la première fois évidemment hein, que ces fausses applications surgissent sur le store Android. Sur le store Apple, en 2013, on avait une fausse application iMessage avec peu ou prou les mêmes techniques pour tromper les utilisateurs. Alors, ça peut poser quand même la question de l'incapacité des GAFA à détecter ces usurpations, qui sont quand même assez faciles à détecter. On pourrait avoir des robots hein, qui détectent la réutilisation d'une icône ou d'un nom d'éditeur, par exemple. Ce qui n'est pas vraiment le cas, hein, bien qu'on vous dise que la revue soit manuelle sur les stores, on voit que c'est pas le cas du coup. Et on peut se poser aussi la question de la responsabilité des stores hein, quant à la sécurité justement de ces messageries instantanées notamment et de la sécurité applicative plus globalement. Alors ça, c'était les problèmes de l'utilisateur. Après, on a des problèmes liés à l'application. Et on peut se poser la question de savoir si certaines fonctionnalités des applications de messagerie instantanée euh, sont parfois des backdoors ou des portes dérobées en français, ou bien des bugs, ou bien des fonctionnalités pour simplifier la vie de l'utilisateur. Et c'est pas toujours très simple de faire le distinguo entre un bug, une backdoor, une fonctionnalité qui facilite la vie de l'utilisateur. Typiquement, WhatsApp, par exemple, va accepter par défaut des messages signés avec une clé d'expéditeur qui vient de changer. Habituellement, vos messages donc, sont signés par WhatsApp et notamment par l'utilisateur avec lequel vous correspondez sur WhatsApp. Et si d'un seul coup la signature de votre correspondant change, eh ben, WhatsApp, par défaut, ne va pas s'en préoccuper, va considérer que c'est tout à fait normal et va vous laisser continuer à discuter. Alors que potentiellement, bah, si la signature de l'utilisateur en face change, c'est peut-être que l'utilisateur a changé aussi. Et cette clé hein, qui permet de générer la signature de votre correspondant, elle va être modifiée bah, si vous réinstallez l'application, hein, si vous l'avez désinstallée, vous la réinstallez, si vous changez de carte SIM, si vous changez de téléphone, ou s'il s'agit d'une usurpation illégitime de l'expéditeur. Hein. Donc on voit qu'il y a des cas légitimes dans lesquels la clé peut changer, et d'autres cas pas du tout légitimes, et sur lesquels il vaudra mieux avertir l'utilisateur que la signature de votre correspondant a changé.
L'application Signal, au contraire, nécessite une validation systématique de l'empreinte de clé. En fait, vous avertit dès que la clé a changé. Euh, Vous appuyez sur ce message d'avertissement et vous avez un petit QR code avec une empreinte de clé. Et l'idéal, ça serait de vérifier par un autre canal, par exemple par téléphone, de demander à votre utilisateur s'il a bien changé de clé et si sa nouvelle empreinte de clé, c'est bien FACD 1, 2, 3. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'idéal, c'est de pouvoir vérifier, dès lors qu'il y a un changement de signature, s'il s'agit d'un changement volontaire, légitime ou non. Donc ce que fait Signal notamment. WhatsApp, là-dessus, a une certaine légèreté et en fait, ne vous propose pas systématiquement d'interrompre la conversation pour faire cette vérification. Donc ça, on ne sait pas si c'est des faiblesses volontaires dans l'application, si c'est des négligences ou si c'est de l'expérience utilisateur. En tout cas, c'est quand même une vulnérabilité importante dans WhatsApp et dans d'autres messageries. Par ailleurs, on a des problèmes politiques aussi. Il faut savoir qu'il y a peu de messageries instantanées qui fonctionnent dans le monde entier parce que c'est devenu un enjeu important en termes de renseignement des États. Et c'est pour ça qu'on commence aussi à avoir des États qui s'opposent à ce que des messageries soient trop sécurisées sous des prétextes, par exemple, terroristes, hein, que ça peut faciliter des échanges entre terroristes ou la planification d'attentats, etc., etc., ou l'échange de données illicites. Voilà. Et évidemment, les premiers pays dans lesquels on n'a pas cette liberté, c'est des pays avec des gouvernements autoritaires comme la Chine, qui a banni Facebook depuis 2009, Facebook et puis tout son écosystème, donc Facebook Messenger et WhatsApp faisant partie, ainsi qu'Instagram. Mais pourquoi la Chine a banni Facebook? Pour imposer en fait sa propre solution souveraine. La Chine, en fait, impose quasiment à tous ses citoyens d'utiliser la solution souveraine WeChat, donc il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs. Les chiffres ont bien grandi depuis le chiffre d'1 milliard à quelques années, mais aujourd'hui, c'est une quasi-hégémonie de la messagerie nationale WeChat qui permet de faire de l'interception légale facilement, donc dans lequel on ne fait pas de chiffrement de bout à bout, mais juste du chiffrement avec le serveur, et puis le serveur déchiffre le contenu et il est rechiffré pour le destinataire. Voilà. Donc il y a des pays qui interdisent ces messageries instantanées justement pour pouvoir contrôler les échanges. Alors quelquefois c'est juste une interdiction sur le papier. Par exemple la Chine, WhatsApp a été interdit en fait en septembre 2017 et je crois que en fait le filtrage a été effectivement réalisé en juillet de l'année d'après. Donc quelquefois on a une interdiction mais ça continue à fonctionner et d'autres fois on a un filtrage strict des flux réseau et donc l'application ne fonctionne plus. Plus récemment, donc en novembre 2017, l'Afghanistan bannit et bloque WhatsApp et Telegram cette fois-ci. Pareil, sous des prétextes sécuritaires. Ce qu'on constate, c'est que des grands pays, parmi les pays d'ailleurs les plus peuplés au monde, comme l'Inde et le Brésil, filtrent régulièrement donc des applications comme WhatsApp. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes à utiliser ces messageries instantanées. Au gré des gouvernements ou des filtres qui sont mis en place et qui parfois ne tiennent pas quelques jours ou quelques semaines, en fait, par intermittence, on arrive à avoir accès à ces messageries et puis d'autres fois, c'est le blackout. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier que ces messageries aussi, pour certaines, permettent la voix sur IP, donc VoIP, donc des appels vocaux. Il y a beaucoup de pays qui, bien avant l'avènement de ces messageries instantanées, en fait, avaient déjà interdit la voix sur IP. D'une part, pour pouvoir écouter effectivement les conversations plus simplement, donc en forçant les utilisateurs à passer par des opérateurs nationaux notamment, mais aussi pour inciter les utilisateurs à payer les communications voix.
Alors, c'est le cas dans beaucoup de pays du Maghreb et au Moyen-Orient, hein, où la voix sur IP est en théorie totalement interdite. Et parfois, elle continue de fonctionner sur certaines applications. Et tout ça donc pour que les gouvernements puissent plus facilement écouter les conversations des utilisateurs, malheureusement. Et puis plus proche de chez nous, en fait, ce qui est inquiétant, c'est que on penserait que dans des grandes démocraties, on ne soit pas atteint par ces problématiques-là. Mais il y a quelques années, en fait, l'ancien Premier ministre britannique Cameron hein, avait dit très fermement en fait qu'il cherchait à bannir le chiffrement de bout en bout et cherchait des alliés en Europe pour proposer des portes dérobées dans les protocoles de messagerie instantanée, donc permettre en fait du chiffrement, mais du chiffrement qui est cassable par les États. Et ça, c'est assez problématique puisque en fait, c'est très simple de montrer que si on laisse une faille de sécurité, ben, cette faille de sécurité, elle ne sera pas utilisée que par les États, mais potentiellement par des hackers et potentiellement même par des États ennemis. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Il n'existe pas de porte dérobée qui soit à usage unique. Hein. Si vous créez une porte dérobée, elle peut être utilisée par n'importe qui, par vos ennemis et par des hackers pour des raisons pas avouables hein, et pas pour des raisons de sécurité. Bien au contraire. Et plus récemment, donc on a cette position qui a été aussi tenue par un autre pays du Commonwealth, ce qui est l'Australie. L'Australie est farouchement opposée au chiffrement de bout en bout et réfléchit à des mesures strictes pour interdire ce chiffrement de bout en bout. C'est toujours d'actualité. Cameron a depuis évidemment quitté ses fonctions. Hein. Donc en Grande-Bretagne, le sujet est un petit peu moins d'actualité, on va dire, mais par contre, chez nos amis australiens, le sujet revient régulièrement sur la table. Ce qui est en fait paradoxal, c'est que les contraintes sécuritaires actuelles des États en fait visent à affaiblir la sécurité de ces messageries. Parce que beaucoup d'États souhaitent intercepter les communications des messageries en clair en interdisant le chiffrement de bout en bout ou en forçant la mise en place de backdoors cryptographiques, hein, donc de portes dérobées dont elles auraient les clés, ou potentiellement en affaiblissant et en cassant le chiffrement, en fait, ces États créent des portes dérobées pour leurs ennemis. Donc les États craignent que les États ennemis fassent pareil. Chacun veut pouvoir espionner, mais sans que les autres puissent espionner. Et on voit que c'est une équation quasiment insoluble. Donc voilà, à mon sens, et c'est un avis qui est largement partagé parmi les experts en cybersécurité, aucune porte dérobée cryptographique n'est bonne à prendre et aucune porte dérobée cryptographique n'est sûre et ne peut garantir qu'un accès aux personnes légitimes. Donc voilà, c'est un vrai sujet. Cet avis est partagé par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Ça n'a pas toujours été sa position, mais à l'heure actuelle, donc c'est le plus gros organe de cybersécurité en France, notamment conseille les ministères sur leur cybersécurité et les organismes d'importance vitaux. L'ANSSI déconseille hein, l'introduction de portes dérobées dans les messageries instantanées. La CNIL, hein, donc la Commission nationale informatique et liberté, et le Conseil national du numérique, donc sont favorables à un chiffrement fort sans porte dérobée et à des chiffrements de bout en bout. Il faut comprendre que les chiffrements de bout en bout ne sont pas utilisés que par les particuliers, mais aussi par les entreprises pour faire du commerce. Quand vous allez payer avec une carte bancaire sur Internet, vous ne voulez pas que votre numéro de carte bancaire soit intercepté par des pirates et que votre carte bancaire soit débitée. Donc, vous faites appel à du chiffrement aussi de bout en bout, en partie avec le serveur dans ce cas-là. Et donc, le chiffrement fort et sans porte dérobée est une condition en fait nécessaire à la confiance numérique. Et sans chiffrement, il ne peut pas y avoir de confiance numérique et donc il ne peut pas y avoir de commerce de manière générale, il ne peut pas y avoir de création de richesse. Donc ça, c'est vraiment un sujet important à saisir.
Qu'est-ce qu'on peut trouver comme vulnérabilité typique dans les messageries, à part donc les modèles spécifiques qu'on vient de voir à l'instant. Il y a une vulnérabilité conceptuelle qui s'appelle Man in the Contact, qui a été découverte par Jérémy Matos en 2016 et qui est toujours d'actualité aujourd'hui dans les messageries. Euh, qui est, en fait, vous allez comprendre assez rapidement. Sur un téléphone, les choses sont relativement bien faites. Les applications sont isolées les unes des autres d'un point de vue sécurité. Donc, une application ne peut pas lire les données d'une autre application. Ne peut pas lire ou écrire les données d'une autre application. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais on a quand même malgré tout les contacts, votre carnet d'adresses, eux, qui sont lisibles, voire en fait en écriture par plusieurs applications à la fois. Donc les applications ne peuvent pas se modifier les unes les autres, mais par contre elles ont accès à des données partagées, par exemple votre carnet d'adresses. Et donc une application peut aller modifier votre carnet d'adresses de manière assez subtile, de manière à tromper ensuite votre messagerie instantanée. Et ce concept de vulnérabilité est applicable aussi bien à WhatsApp qu'à Telegram ou Signal. Mais une application tierce, si vous installez n'importe quelle application depuis votre store, hein, si vous ne faites pas attention, vous installez une application vérolée ou une application malveillante qui est déguisée sous forme d'un jeu, par exemple, bah, cette application peut modifier de manière assez subtile vos contacts, créer un contact notamment et lui affecter le numéro d'un contact existant dans votre carnet d'adresses. Comme ça, en fait, ce nouvel identifiant sera présenté à chaque message reçu. Il y aura une confusion par votre logiciel de messagerie qui, lui, en fait, son identifiant interne, c'est en général le numéro de téléphone hein, de votre contact. Et comme le numéro de téléphone, en fait, a été réaffecté à un autre contact, ben, le nom que vous allez voir apparaître dans votre bulle de discussion ne va pas être un contact que vous aviez déjà, donc vous allez croire que c'est un nouveau contact, alors qu'il s'agit en fait d'un contact existant, par exemple. On peut exactement faire l'inverse aussi. Hein. On pourra aussi créer un identifiant avec un nom très similaire par rapport à un contact légitime. Par exemple, mettre un espace invisible à la fin d'un contact. Et au lieu que vous ayez un contact qui s'appelle avocat, ben, on pourra avoir un contact qui s'appelle avocat espace et qui se substituerait à votre contact avocat. Et quand vous allez écrire à votre avocat, en fait, vous allez potentiellement, du coup, écrire à quelqu'un d'autre sans le remarquer, puisque visuellement, c'est pas visible. Et en fait, si vous regardez pas votre carnet d'adresse ou le numéro de téléphone du contact, vous ne verrez pas qu'il s'agit d'un nouveau contact. Voilà. Donc, c'est une usurpation assez simple, sans interception active de communication, ni modification de l'application. Hein. On n'a pas touché ni à WhatsApp, ni à Telegram, ni à Signal. Et donc, c'est faisable par une application tierce. Et c'est une attaque qui est généralisable à des groupes et à des appels voix sur IP avec ces mêmes applications. Et en fait, les éditeurs ont été contactés et ne corrigeront pas parce qu'ils considèrent que c'est pas une vulnérabilité dans leur application, mais plutôt dans le modèle de sécurité des smartphones de manière générale. Donc, c'est pour ça que ce concept de risque continue à persister. Et donc, il faut faire toujours très attention aux applications que vous installez sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. On le répétera jamais assez. Alors, il y a de nouvelles attaques qui sont de plus en plus sophistiquées et qui vont toucher aussi ce qu'on appelle l'authentification forte. Vous avez sans doute remarqué que depuis récemment, quand vous vous connectez par exemple à votre banque en ligne, on vous envoie très rapidement un code à usage unique par SMS qu'il faut ressaisir, ou alors on vous a donné une petite calculette avec pareil un générateur de code à usage unique. Et donc, il y a pourquoi tout ça? Il y a une directive européenne qui impose de rajouter de la sécurité à authentification forte, donc sur les systèmes de banque en ligne.
Et l'authentification forte, très souvent, on va rajouter donc un facteur au login mot de passe et on va rajouter quelque chose que vous possédez comme votre téléphone ou votre ligne téléphonique. Et donc, il y a un système assez courant qui consiste à vous envoyer un code à usage unique par SMS pour valider une transaction bancaire, carte bancaire ou authentification sur votre compte en ligne. Le problème des SMS, c'est que c'est un moyen de communication qui n'est pas du tout sécurisé. Dans certains pays, les SMS passent en clair au niveau radio. En France, ils passent de manière chiffrée sur la plupart des opérateurs, pour ne pas dire quasiment tous. Mais ce chiffrement est en fait assez faible et en fait peut être cassé en quelques secondes avec du matériel, on va dire, qui vaut 2 ou 3 000 euros et qui est accessible par le grand public. Donc il faut considérer que les SMS sont pas du tout un moyen sécurisé et qu'il est possible d'écouter des SMS qui sont envoyés à une ligne et même d'aller un peu plus loin, euh, non pas en faisant une écoute des ondes radio, mais en se connectant en fait sur des lignes IP qui appartiennent à des opérateurs et qui sont mises à disposition, par exemple, pour envoyer des messages publicitaires par SMS. Donc, quand vous êtes un publicitaire et que vous avez besoin d'envoyer des milliers de messages SMS, en fait, on vous donne un accès spécifique, un accès IP, à un réseau qui s'appelle SS7, qui est un réseau qui est partagé entre les opérateurs téléphoniques mondiaux, une sorte de grand backbone. Et ce réseau SS7, en fait, dès lors que vous avez un accès dessus, surtout s'il n'est pas très filtré, ce réseau SS7 vous permet de faire à peu près tout ce que vous voulez sur le réseau GSM. À la base, c'est un réseau de signalisation des opérateurs téléphoniques, mais en fait, ce réseau SS7 vous permet de géolocaliser les téléphones, de faire des redirections d'appels, de, de faire des redirections. Renaud? Renaud, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous entends toujours? Est-ce que tu nous vois toujours? J'ai l'impression qu'on a un petit problème de connexion du côté de Renaud. Nous avons été déconnectés. Hop. J'invite de nouveau Renaud à participer. Il devrait être sur scène dans très peu de temps. Renaud, est-ce que vous nous entendez dans le... Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous avez toujours accès à la Math Academy?
Moi, je vais essayer de contacter Renaud pour voir si on peut le faire intervenir de nouveau. Désolée, désolée à tous et à tout pour ce petit contretemps. C'est bon, normalement, Renaud, je vous ai de nouveau donné la parole. Vous devriez pouvoir intervenir. On est bon. Vous avez réussi à vous reconnecter. Bon. Est-ce que tout le monde m'entend à nouveau? Bon, en tout cas, c'est bon de mon côté. Alors, on a été déconnecté, désolé, hein. Il n'y a pas eu de piratage, vous inquiétez pas, c'est juste une déconnexion Wi-Fi. Je ne sais pas pourquoi, mais bref. On parlait des attaques SS7. Alors, les attaques SS7, ce sont des accès qui sont euh, normalement dédiés aux opérateurs téléphoniques, mais que certains professionnels utilisent pour envoyer des campagnes de SMS notamment.
Et en fait, l'accès à ce réseau, s'il n'est pas suffisamment filtré, rend assez simple la possibilité d'usurpation de numéros de téléphone, ce qu'on appelle du caller ID spoofing, la redirection d'appels téléphoniques, la redirection de SMS, et donc permet d'attaquer les messageries basées sur l'identifiant qui est le numéro de téléphone. Et c'est un accès assez facile pour les États, puisque les États ont en fait ont des moyens de perquisitionner et d'accéder légalement en fait au réseau des opérateurs. Hein. C'est une obligation légale des opérateurs dans la plupart des pays. Mais ces accès illégaux sont parfois loués sur le darknet, hein, quelques milliers d'euros, et donc permettent à des hackers de pouvoir usurper des numéros de téléphone et de pouvoir prétendre être quelqu'un d'autre sur ces messageries qui sont attachées à un numéro de téléphone. Et donc ça, c'est une vraie problématique. Et on voit donc que le numéro de téléphone ne doit pas être quelque chose qui doit être de confiance, hein, sur lequel il faut faire une absolue confiance. Vous pouvez très bien recevoir donc un appel d'un numéro de téléphone qui semble être vos contacts et qui n'est pas de vos contacts, hein, que ce soit un appel téléphonique classique ou un appel via ces messageries instantanées. Et ça, c'est une attaque qui est quasiment indétectable par l'utilisateur, notamment lors de la mise en contact. C'était la première fois que vous contactez quelqu'un. Sinon, autrement, il y a, si vous utilisez Signal, hein, il y a un changement du coup d'empreinte qui est détecté par une solution comme Signal et qui vous demande de bien vouloir confirmer qu'il s'agit du même utilisateur si vous avez déjà été en contact par le passé et que la signature de l'utilisateur a changé. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, lors de la première mise en relation, ça ne vous protège pas contre ce genre d'usurpation. Et puis, pour terminer doucement, alors c'est pas quelque chose que j'espère, hein, je suis un fervent défenseur donc des libertés individuelles et de la confidentialité dans les échanges et donc d'un chiffrement fort sans porte dérobée. Mais pour moi, donc une porte dérobée ne sera pas une bonne solution, hein, comme je vous l'ai expliqué. Puisqu'une porte dérobée ne peut pas être réservée qu'à un seul acteur. Et plus une porte dérobée en plus est discrète, plus elle peut être utilisée d'une mauvaise manière discrètement et par les mauvaises personnes sans qu'on le sache. Et donc à ce titre, toutes les backdoors sont un petit peu vouées à l'échec en termes de cybersécurité. Ceci dit, on pourrait avoir un petit compromis. L'an dernier, en fait, il y a Facebook, il y a quelques mois, hein, c'est moins d'un an en fait, il y a 6 mois, Facebook a annoncé vouloir faire du ciblage publicitaire en analysant vos messages chiffrés sur WhatsApp. Alors ça a mis en émoi un certain nombre de personnes qui ont dit mais comment c'est possible puisque WhatsApp en théorie c'est chiffré de bout en bout, etc. Donc comment on va pouvoir faire du ciblage publicitaire si on n'a aucune information sur ce qui est échangé entre les deux interlocuteurs. Alors, il faut bien comprendre les forces et les limites hein, du chiffrement de bout en bout. Le chiffrement de bout en bout sécurise la connexion dès lors qu'elle quitte votre téléphone et jusqu'à ce qu'elle arrive sur le téléphone de votre correspondant. Mais ce qui laisse en fait déjà le champ en fait à une analyse du contenu qui serait par exemple faite directement par l'application sur votre téléphone, puisque WhatsApp déchiffrant les messages, il a accès aux messages en clair. Hein. Donc il est tout à fait possible que WhatsApp, par exemple, ou une autre messagerie instantanée commerciale, ça pourrait être Telegram, fasse de l'analyse du contenu de vos messages hein, en local et vous propose des publicités ciblées selon le contenu de vos conversations qui seraient donc déchiffrées ou avant qu'elles soient chiffrées et qu'elles partent chez votre correspondant. Donc ça, c'est une potentielle menace à la confidentialité des échanges parce que pour aller charger ces publicités-là, du coup, il faut envoyer ces métadonnées et donc vos sujets d'intérêt, entre guillemets, vers des serveurs. Et donc, là, vous avez une brèche hein, dans votre confidentialité. Si on envoie en fait vos centres d'intérêt vers un serveur publicitaire, on a cassé la confidentialité de vos échanges
et on est capable d'associer ces mots-clés, ces sujets d'échange avec, par exemple, votre adresse IP. Donc, on peut très rapidement remonter à vous, désanonymiser l'adresse IP et retrouver, en fonction, par exemple, de vos goûts ou de vos intérêts, qui vous êtes. Donc, ça casse quand même le modèle de sécurité de la messagerie sécurisée de bout en bout, hein, ce modèle publicitaire. Si on traite donc le message publicitaire localement sur le téléphone. Alors, d'autres possibilités, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le confidential computing. C'est une notion très récente, mais qu'on retrouve chez Amazon comme chez Microsoft, et qui permet de faire du traitement sur des données qui sont chiffrées. C'est-à-dire que là, il ne s'agirait pas forcément de casser le chiffrement, tout du moins de casser le chiffrement pour le prestataire de messagerie ou pour un État, mais de faire l'analyse directement du contenu chiffré et d'aller trouver dans le contenu chiffré des mots-clés d'intérêt, notamment pour contrôler la nature des échanges ou bien pour faire du ciblage publicitaire. C'est pas évidemment quelque chose que je souhaite, mais ça serait possible. Il y aurait plusieurs façons de faire. Une façon de faire, ce serait par ce qu'on appelle le chiffrement homomorphique. Ça reste assez expérimental, mais ça commence à fonctionner. Le chiffrement homomorphique permet de rechercher du texte dans du texte chiffré. Et donc, l'idée, c'est qu'au lieu de rechercher du texte en clair dans du texte en clair, on va rechercher du texte chiffré dans du texte chiffré. Et on a un peu un équivalent, et il est possible, du coup, dans un message dont on ne prend pas connaissance et dont on ne déchiffre pas le contenu, de savoir si on parle d'un sujet ou d'un autre. Ça, c'est possibilité par des approches donc homomorphiques. Et l'autre approche sur laquelle réfléchissent aujourd'hui les GAFA, sont l'utilisation d'enclaves sécurisées, qu'on appelle des TE, Trusted Execution Environment. L'idée, en fait, c'est de déchiffrer votre message dans une partie bien spécifique du processeur, auquel on ne peut pas avoir accès par des outils logiciels ou physiquement. Et donc, dans une partie protégée du processeur, on va déchiffrer temporairement le message pour l'analyser d'un point de vue publicitaire, par exemple, ou détecter des mots-clés qui seraient dangereux, liberticides selon les États, et rechiffrer le message derrière. Et en fait, on ferait donc toute cette opération dans ce qu'on appelle un secure element ou une enclave sécurisée. C'est un peu ce qui se passe en fait quand vous utilisez une carte à puce. Quand vous utilisez une carte à puce, tous les traitements se font dans la puce de la carte. Et en fait, personne ne voit exactement qu'est-ce qui est fait. Donc, ça n'altère pas trop la sécurité. Je dis bien pas trop, puisque en fait, il n'y a pas de primitif pour accéder au contenu du message. Hein. On le déchiffre, on cherche et on le rechiffre tout de suite après. Et ça a lieu dans une enclave sécurisée qui n'est pas accessible ni logiquement ni physiquement. En fait. C'est ça l'idée. Donc, par exemple, dans une carte à puce. Voilà. Alors, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les messageries sont à l'état de l'art cryptographique, ce qui est plutôt bien. Hein, c'est-à-dire que les années de recherche sont utilisées aujourd'hui dans nos messageries instantanées et elles en bénéficient, contrairement à d'autres logiciels qui sont quand même très en retard sur la recherche et l'innovation en cybersécurité. Par contre, on a une grosse différence entre la théorie et la pratique, entre la conception et l'implémentation de ces messageries, car les modèles de sécurité reposent sur pas mal d'hypothèses qui ne sont pas vraies en cas concret. Donc, les modèles de sécurité reposent toujours sur des hypothèses, et ces hypothèses, dans la vie courante, elles ne sont pas forcément tout à fait vérifiées. On a parlé de pas mal de vecteurs d'attaque qui existent, donc au niveau du réseau, au niveau du système d'exploitation. Vous pouvez avoir un enregistreur de clavier sur votre téléphone, par exemple. Au niveau des applications, on peut avoir des applications tierces qui soient malveillantes, et au niveau de l'humain, qui peut télécharger une fausse application de messagerie et s'en servir, et donc compromettre sa propre sécurité.
Et l'arrivée de ces messageries sur le desktop, hein, donc la version web de WhatsApp par exemple, la version desktop de Signal, rend encore plus facile ces usurpations et interceptions malheureusement, parce que ça augmente la surface d'attaque. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé et bah, on peut prendre les 5 dernières minutes pour répondre à vos questions. Alors Renaud, je ne sais pas comment vous voulez faire. Les questions, elles sont disponibles directement dans l'onglet Ouais, questions. Donc si vous voulez les lire et y répondre alors directement. je vais regarder. Alors, bonjour, est-ce que sur Signal, les groupes sont chiffrés? Alors, oui, à ma connaissance, oui. Alors, tout ce que je vais vous dire, ça repose sur mon état de l'art, sachant que les messageries évoluent beaucoup, hein, et on peut avoir une mise à jour presque silencieuse qui soit faite hein, d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre. Par exemple, Teams, Microsoft Teams, ils passent actuellement au chiffrement de bout en bout. Ils étaient en chiffrement serveur uniquement, et là, ils passent au chiffrement de bout en bout. Donc, les choses évoluent, hein. Donc, je vous donne des réponses, mais qui sont susceptibles de varier dans le temps et qui sont au mieux de ma connaissance, hein. Donc, sur Signal, oui, les groupes sont chiffrés, justement à la différence de WhatsApp et Telegram. Voilà. Et après, les photos, les messages vocaux, c'est comme le message texte, hein. Sur la plupart des messageries, ils utilisent la même sécurité que les messages textes. Qu'est-il arrivé à Wire? Oui, effectivement, Wire a été racheté. Alors, j'ai pas beaucoup plus d'informations sur ce sujet-là, donc je pourrais pas m'étaler. Mais en tant qu'expert en cybersécurité, moi, si j'avais un conseil à vous donner, c'est d'utiliser des messageries instantanées qui sont open source. Et non pas qui ont un code privé et qui appartiennent donc à des éditeurs commerciaux, donc de ne pas utiliser idéalement donc WhatsApp et Telegram, hein, on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans le code de ces applications, mais de privilégier des messageries avec du code ouvert, donc ce qu'on appelle open source. Voilà. J'ai cité par exemple Signal, mais on a aussi la solution Allvid qui est francophone et qui a été auditée par l'ANSSI, qui a un très bon niveau de sécurité. A-t-on des cas d'utilisation documentée de Mind the Contact? Alors, oui, il y a des cas assez bien documentés. J'ai pas les références là à vous donner, mais oui, oui, les Mind the Contact, c'est pas une attaque théorique, c'est des choses qui sont utilisées régulièrement par les services de renseignement. Donc c'est vraiment avéré hein, comme type d'attaque. Pegasus, oui, on a entendu parler de Pegasus dernièrement qui espionnait les téléphones, hein. Évidemment, pour espionner des messageries instantanées, donc comme on ne peut pas déchiffrer, eh ben, une autre façon de compromettre la sécurité, c'est d'installer, comme je vous ai dit, un logiciel malveillant sur le téléphone, hein. Mais ça nécessite donc, ça ne peut pas être fait complètement, ce qu'on appelle à distance. Il faut un accès local au téléphone à travers un logiciel malveillant. Et ce logiciel-là, lui, il pourra aller lire, par exemple, sur votre écran, les messages qui sont déchiffrés. C'était le cas de Pegasus, hein, qui avait des plugins pour aller lire dans les messageries sécurisées. Donc, il ne cassait pas le chiffrement, il lisait juste les messages au moment où ils étaient déchiffrés ou avant qu'ils soient chiffrés pour être envoyés, tout simplement. Les infos tirées des messages traités localement peuvent-ils être considérés comme des métadonnées? Pour moi, oui. Tout message qui a une relation avec votre message principal, que ce soit la date, l'heure, l'émetteur ou le destinataire, sont des métadonnées et a fortiori encore plus s'il y a des mots-clés ou des sujets de discussion. Évidemment, ce sont des métadonnées. Et d'ailleurs, comme la sécurité des messageries et des échanges sur Internet de manière générale s'améliore énormément, bah, les États ont de plus en plus recours à de l'analyse des métadonnées pour trouver des informations, pour savoir qui discute avec qui, même s'ils ne connaissent pas la teneur du message, ils peuvent regarder quelle adresse IP est souvent en relation avec quelle autre adresse IP. Et donc cette analyse de métadonnées est vraiment au cœur maintenant des systèmes de renseignement étatiques. Alors sur quelle messagerie je recommande? Moi, honnêtement, j'aime bien Signal.
Mais vous avez, comme je vous ai dit, Olvid, par exemple, qui est un concurrent français, qui est récemment passé en open source, qui est d'un bon niveau de sécurité, qui est un petit peu plus contraignant au niveau de l'ajout d'utilisateurs, parce que Signal se base sur des numéros de téléphone, c'est une petite faiblesse dont on a parlé, mais par contre vous permet de vérifier que l'empreinte de l'utilisateur ne change pas pour éviter l'usurpation. Olvid, lui, en fait, il va falloir rajouter vos contacts un par un. Ça ne va pas du tout lire votre carnet d'adresses. Chacun de votre contact va vous donner un QR code et en scannant ce QR code, vous allez rajouter le contact manuellement. Donc c'est à vous qu'appartient l'enrôlement de tous les utilisateurs. C'est un peu plus pénible, mais ça propose un meilleur niveau de sécurité du coup, puisque pas d'usurpation possible par de numéros de téléphone notamment ou d'attaque SS7, ce biais-là. Voilà, j'ai répondu quand même à l'essentiel des questions. Je ne peux pas consacrer beaucoup plus de temps. J'espère que ça vous aura intéressé. Et si vous avez davantage de questions, vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou par mail. Je remercie Chloé et toute l'équipe de Malte Academy pour l'invitation. Ouais, merci beaucoup à vous Renaud pour avoir intervenu à cette Malte Academy. C'était vraiment très intéressant et je pense que toutes les personnes qui ont participé sont du même avis parce qu'il y a eu quand même beaucoup de questions et beaucoup de réactions. Et puis si vous voulez dans l'audience retrouver d'autres Malte Academies, surtout n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à notre site. Je vous partage juste ici le lien pour retrouver le site directement. N'hésitez pas également, si vous souhaitez faire comme Renaud et intervenir à des Malte Academy, à nous contacter via ce même site en cliquant sur le bouton « Je souhaite devenir speaker ». Peut-être que vous avez des sujets qui sont similaires, qui sont très intéressants pour nous à écouter. Et puis, si vous n'avez pas vu le début de cette Malte Academy, il n'y a pas de souci, on a un replay qui sera disponible juste à la suite de cette Malte Academy. Et Renaud nous a également fait l'honneur de nous partager ces slides que vous recevrez également avec l'email, normalement à la fin de cette Malte Academy. Donc encore merci beaucoup Renaud. Et puis, Merci à tous. très très bonne journée à tous et à Bonne toutes. journée. Au revoir. Au revoir.